Vous avez aujourd'hui 50% des femmes qui sont en post-ménopause et qui sont traitées par un traitement hormonal de substitution. Les pauvres hommes, si vous avez 5% des hommes qui sont soignés après la cinquantaine ou au-delà et qui ont un traitement hormonal de substitution, c'est le bout du monde. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour À Votre Santé. Bonjour, bienvenue, très content de vous retrouver. Je reçois aujourd'hui le docteur Claude Chechard. Bonjour doc, comment allez-vous ? Bonjour, très bien, plein de forme. Vous êtes médecin généraliste, spécialiste de la médecine anti-âge, plus précisément de la santé des hommes et de leur vieillissement. Et vous êtes co-auteur de Au-delà de 49 ans, votre ticket est toujours valable aux éditions Thierry Soucard. Par qui avez-vous été formé à l'andropause ? Alors c'est une histoire qui a commencé lorsque moi-même je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui changeaient dans mon corps. J'avais alors 40 ans, 45 ans, et je sentais quand même que je perdais de l'énergie, je commençais à perdre des poils derrière les mollets. C'était inquiétant. Et j'étais visiblement moins intéressé par ma vie amoureuse, alors que j'étais épanoui avec mon épouse, donc il n'y avait pas d'explication de ce côté-là. Donc je commençais à me poser des questions. Et un jour, j'ai lu un livre qui a été écrit par le professeur Debled, et donc je suis allé le voir, et je lui ai raconté ce que je ressentais. Et là, il m'a dit, écoute, c'est pas difficile, il te manque un tout petit peu de testostérone. Et lorsqu'il m'a prescrit ce traitement, que j'ai pris bien sûr, j'étais quand même très inquiet. Alors que quand même, la testostérone est une hormone qui a le même âge que moi. La testostérone a 78 ans. Ça fait 18 ans qu'on a la testostérone à notre disposition. Et malgré cela, malgré que je sois un médecin, eh bien, j'avais une appréhension à absorber les premiers comprimés de substitution à cette époque de traitement hormonal. Ça remonte quand même à 35 ans, 40 ans en arrière. D'accord. Et comme ça que ça a commencé. Est-ce que vous avez des poils qui vous ont poussé dans le dos ? Alors, c'est la réputation qu'a la testostérone, on dit attention. Alors, c'est faux, parce qu'en fait, c'est pas la testostérone qui est responsable, c'est la dihydrotestostérone ou la DHEA. La DHEA, qui est aussi une hormone mâle, elle fait pousser les poils, surtout sur le visage. Et ce qui fait chuter les cheveux, c'est la dihydrotestostérone. Autrement dit, c'est la partie terminale de la testostérone qui se convertit dans une hormone beaucoup plus active qui s'appelle la dihydrotestostérone, et c'est elle qui fait chuter les cheveux. Donc quand on veut faire un traitement anti-chute de cheveux, ce qu'il faut faire, c'est d'un côté prescrire de la dihydrotestostérone, et de l'autre côté, il faut ralentir la sécrétion de testostérone. Donc il y a des produits à notre disposition aujourd'hui, donc qui permettent à la fois d'augmenter la testostérone et de réduire cette dihydrotestostérone qui, elle, fait chuter les cheveux. Moi, je me dis toujours que le gars qui va inventer ce produit qui fait repousser les cheveux, il sera milliardaire à vie. Mais bizarrement, alors, on fait beaucoup de progrès partout et le produit n'arrive pas. Ça va peut-être arriver, parce que je suis le président d'une société de biotechnologie à Montpellier qui s'appelle Ingralis, et avec des chercheurs du CNRS, on travaille sur la repousse des cheveux et la repousse de la peau. Donc c'est un travail qui est fait grâce aux cellules souches qui sont combinées avec les gènes. Et nos chercheurs du CNRS ont mis au point des technologies qui permettent d'ores et déjà, et nous avons entre autres comme sponsor et investisseur, c'est Helena Rubinstein, qui donne des fonds à cette société pour développer cette technologie. Et je pense que d'ici 2-3 ans, on sera peut-être à même de voir les cheveux qui repoussent. C'est pas faux. Mais aujourd'hui, les traitements pour arrêter la chute de cheveux et pour les faire repousser, ils existent. Ils existent, il n'y a pas de doute. D'un côté, on freine la dihydrotestostérone parce que c'est elle qui fait tomber les cheveux, et de l'autre côté, il faut augmenter la testostérone pour ne pas mettre l'homme en déficit en testostérone. C'est compliqué, mais c'est facile à faire d'un point de vue médical. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne.
Mais qu'est-ce que... Moi, je n'aurais plus un poil sur la tête si je n'étais pas soigné, il n'y a pas de doute. Aucun doute là-dessus. Bon, les gens ne vous voient pas parce que c'est de la radio. Mais on le voit sur YouTube. Mais je vous trouve chevelu, mais pas non plus super chevelu. Ah, mais... Vous voyez ce que je veux dire? Je n'ai pas dit que j'étais Samson, mais je crois que si j'avais rien fait, je serais complètement dégarni, c'est clair. Alors, j'ai appris dans votre livre, mais quelque chose dont on ne parle jamais, c'est qu'il existe une ostéoporose au masculin. Ben, bien sûr. Et bien sûr. Alors, pour tout le monde, qu'est-ce que c'est que l'ostéoporose? L'homme a un avantage, c'est qu'il est protégé plus longtemps que la femme de l'ostéoporose. Pourquoi? Tout simplement parce que nos hormones androgéniques, qui sont les hormones qui font de l'os et du muscle, parce que la testostérone, c'est l'hormone du muscle, c'est l'hormone de l'os. Donc, comme nous avons une chute de la testostérone qui se fait progressivement entre 40 ans jusqu'à la nuit des temps, c'est-à-dire qu'on n'est jamais en testostérone zéro. Alors que la femme, à partir de 55 ans, elle est en œstradiol zéro et en progestérone zéro. Elle n'a plus d'hormones qui protègent son système osseux et son système musculaire. Alors que nous sommes toujours protégés, mais comme il y a également fondamentalement une différence entre certains hommes, vous avez des hommes pour lesquels la chute est plus rapide et par conséquent on décrit des phénomènes d'ostéoporose chez cette catégorie d'hommes. Donc l'ostéoporose existe, mais elle est retardée, elle apparaît après 60 ans chez l'homme, alors que chez la femme, elle apparaît rapidement à partir de 50-55 ans. Bon, alors comment on fait pour vieillir comme Tom Cruise ? 61 ans. Alors, je le vois évidemment comme vous dans ces films. Je vois son corps. D'abord, ce que je crois, c'est qu'il fait beaucoup de sport. Il n'y a pas de doute. On ne peut pas avoir une musculature comme il en a une. J'ai un modèle de star que je soigne, je peux le dire, parce que lui-même il dit, je m'occupe de Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme, quand vous le voyez, il est plus âgé que Tom Cruise, et il a des biceps supérieurs à Tom Cruise, et il a une vitalité extraordinaire. Mais quand on voit Jean-Claude Van Damme dans la salle de gym, on est impressionné, parce qu'il transpire à grosses gouttes, et il s'entraîne des heures et des heures. Donc Tom Cruise ne fait pas certainement le même parcours, mais il est évident qu'il fait de l'exercice physique, il est évident qu'il a une hygiène alimentaire stricte, ne serait-ce que dans son parcours que l'on connaît à côté, sa vie psychologique, etc. Il a un cuisinier privé qui le suit partout. Voilà. Mais donc ça veut dire qu'il est cadré, dans sa tête, ça veut dire qu'il est cadré également d'un point de vue alimentaire, il est cadré d'un point de vue physique, c'est sûr, et il est certainement soigné de façon remarquable. Bon, voilà, donc vous avez l'explication de pourquoi Tom Cruise est aussi beau et aussi magnifique dans ses films. Oui, enfin, en tout cas, à son âge, il en fait facilement 20 de moins. Ah ben, c'est clair. Ouais. C'est ce qu'on dit toujours. Aujourd'hui, si vous optez pour une alimentation, une activité physique, des traitements hormonaux de substitution, si on peut vous les prescrire, encore, entendons-nous bien, il faut que cela soit prescrit par un médecin, et si vous avez une bonne supplémentation en vitamines, en antioxydants, etc., aujourd'hui, le décalage entre votre âge du passeport et votre âge apparent et physiologique, il est de 20 ans, il n'y a pas de doute. Traitement hormonal de substitution, c'est une expression qu'on entend souvent en parlant des femmes, jamais en parlant des hommes, ça existe? Ben, c'est là où il y a le malentendu. Pourquoi? Je vous explique. La femme a un gynécologue. Donc, par conséquent, toute sa vie génitale, la femme est encadrée. L'homme, lui, n'a pas de gynécologue. En fait, moi, je suis finalement un gynécologue pour hommes, puisque je soigne essentiellement des hommes qui viennent me voir justement pour ce que moi j'ai ressenti et que eux ressentent, c'est-à-dire là, un traitement parce qu'ils sentent qu'ils sont fatigués, ils perdent de la libido, du désir sexuel, etc. Et ils prennent du poids sans explication. Donc toute cette catégorie d'hommes
je les vois, je les soigne et on leur propose un traitement hormonal de substitution. Alors, la femme a toujours été, elle a eu ses règles, elle n'a plus ses règles, elle a eu des enfants, elle n'a plus ses règles, elle va voir son médecin, le médecin lui dit, on va faire un traitement hormonal de substitution. Et il va analyser la possibilité, parce qu'encore faut-il que vous soyez éligible au traitement hormonal de substitution, parce qu'il y a quand même des contre-indications. Donc, le médecin va alors prescrire un traitement hormonal de substitution. Vous avez aujourd'hui 50% des femmes qui sont en post-ménopause et qui sont traitées par un traitement hormonal de substitution. Les hommes, les pauvres hommes, si vous avez 5% des hommes qui sont soignés après la cinquantaine ou au-delà et qui ont un traitement hormonal de substitution, c'est le bout du monde. Je suis pas sûr qu'on a 5% d'hommes. Il y a 10 fois moins, 20 fois moins d'hommes qui sont traités que de femmes. C'est la raison. 40 ans, dites-vous, c'est l'âge. C'est l'âge où il faut commencer à consulter un médecin anti-âge. 40 ans, c'est le début des ennuis. C'est le début. Mais encore une fois, c'est très décalé. Moi, j'ai des histoires à raconter dans ma vie de médecin. Il y en a une qui m'a frappé. J'ai soigné un monsieur président, directeur général dans des top 10 plus grosses sociétés françaises cotées en bourse, etc. Je cite pas son nom, bien sûr. Ça, c'est pas drôle. Mais vous avez vendu Jean-Claude Van Damme. Oui, mais Jean-Claude Van Damme, je peux le citer parce que lui-même, même à la télévision, il parle de moi, donc ça me gêne pas. Mais je peux pas citer. Donc le PDG, il veut pas. Le PDG, il veut pas. C'est normal. Mais ce que je veux dire, c'est que quand je fais son traitement, quand je vois son bilan hormonal, son historique, je me dis que il a une testostérone extraordinaire et donc en même temps il est extraordinaire dans sa vie professionnelle. Donc je sais pas si le parallèle est bon, mais moi c'est ce que je vois. Quand je vois des hommes aguerris, combattants, etc., dans la vie, ils sont aussi des successful men. Et puis, vous avez aussi ceux qui sont un peu plus en faiblesse, parce que génétiquement, parce que ils sont, comme on dit, un peu plus hypogonadiques. C'est-à-dire que... Alors, hypogonadique... Qu'est-ce que c'est ça? Alors voilà, je m'attendais à ce que vous avez la définition. L'hypogonadisme, c'est tout simplement les gonades, c'est les testicules. Les testicules donc produisent de la testostérone en grande partie. Donc par conséquent, vous avez 3 variétés de catégories. Il y a 3 profils. 3 profils, exactement. D'hommes en fonction de leur sécrétion hormonale. Donc exact. On y va. Vous avez donc les hypogonadiques. Et j'en ai vu, là aussi dans ma carrière, des hommes de 30 ans qui venaient me consulter parce qu'ils sentaient bien qu'ils avaient des faiblesses. Faiblesses également musculaires, osseuses. Mais c'est quoi hypogonadique? C'est le fait que le testicule sécrète moins de testostérone. Donc la gonade est moins active, elle est hypo. Au lieu d'être hyper, elle sécrète beaucoup. Donc c'est la différence entre l'hypo, le normogonadique et l'hypergonadique. L'hypergonadique, c'est celui qui a une activité musculaire, osseuse et sexuelle débordante. Voilà, celui-là, il sort des normes aussi. Donc on a 3 profils, le normogonadique, l'hypogonadique et l'hypergonadique. Ça, on le mesure comment, docteur? Par les dosages hormonaux. Alors, vous avez une prise de sang, on fait une prise de sang, le bilan hormonal chez l'homme consiste à mesurer déjà les hormones cérébrales, qu'on appelle la FSH, qui est l'hormone qui permet aux testicules de sécréter le sperme. Vous avez l'ALH qui est une hormone cérébrale qui permet aux testicules de sécréter de la testostérone. Donc on demande le dosage de ces 2 hormones, donc qui viennent du cerveau, la FSH et l'ALH. Ces hormones stimulent le testicule pour produire le différents types il y a 2 types de cellules. Un type de cellules qui vont sécréter le sperme et un type de cellules qui sécrètent la testostérone.
Donc ce sont les deux mesures que l'on fait, et après on a le dosage de la testostérone totale, et puis après on demande également des dosages un peu plus complexes, qui sont la testostérone libre, ce qu'on appelle la sex hormone binding globulin, qui est l'hormone qui transporte, qui est la protéine qui transporte l'hormone dans le sang, parce que l'hormone ne peut pas se déplacer comme ça, elle se transporte par un transporteur qui est une protéine qu'on appelle la SHBG, Sex Hormone Binding Globulin. Donc, et c'est celle-ci qui transporte l'hormone vers les récepteurs, donc vers les tissus qui ont les récepteurs pour accueillir ces hormones, et à ce moment-là, la sex binding déverse l'hormone dans les tissus, et à ce moment-là, c'est la testostérone qui se transforme en dihydrotestostérone, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui est l'hormone active qui va déclencher les phénomènes dans les tissus. De toute façon, il faut répéter les choses jusqu'à ce qu'on ait tout compris, docteur. À noter que la testostérone n'est pas produite que par les testicules. Non, elle n'est pas produite, mais elle est produite en majorité par les testicules. Et donc, quels sont les autres producteurs? Les glandes surrénales? Oui, les glandes surrénales, mais surtout le 90% donc par les testicules, le 10% par les surrénales. Et d'autres tissus qui peuvent en produire quelques pourcentages. Hier sans être vieux, on en parle avec mon invité ce matin, le docteur Claude Chauchard, qui est médecin généraliste et spécialiste de la médecine anti-âge et qui publie au-delà de 49 ans. Votre ticket est toujours valable aux éditions Thierry Soucard. C'est vrai qu'on peut vieillir, mais on peut ne pas être vieux. C'est un peu l'objet de votre livre. Oui, en fait, le vieillir, c'est aussi un état d'esprit, hein. Mais c'est aussi des fonctions physiologiques. Si vous avez des fonctions physiologiques au zénith, vous allez vivre une vie plus active, plus dynamique. Si vous avez également une bonne génétique, la génétique, c'est quand même ce qui fait la longévité. Et après, il y a la longévité gérée, c'est-à-dire comment, en appliquant l'ensemble de règles alimentaires, physiques, les traitements hormonaux de substitution, les supplémentations, etc., comment gérer son capital santé. En gérant son capital santé, on se donne les moyens d'augmenter, c'est ça qui est important, de se donner les moyens d'augmenter sa longévité, mais surtout de terminer sa vie, les 10 dernières années de sa vie, dans de bonnes conditions. Parce que souvent, ce sont les 10 dernières années de notre vie qui sont passées dans de très mauvaises conditions, de souffrance, etc. Là, avec une bonne gestion du capital santé, non seulement vous augmentez vos chances de vivre mieux plus longtemps, c'est aussi le titre de mes livres que j'ai écrit, de vivre mieux plus longtemps, mais également vous augmentez le plaisir de vivre et de vivre ces fameuses 10 dernières années dans de bonnes conditions. Donc ça, c'est vraiment le mot pour résumer ce que vous venez de dire, c'est la gestion du capital santé. On se voit pas vieillir, hein, mais les autres nous voient vieillir, et souvent, vous dites dans votre livre, on voit un ami qu'on n'a pas vu depuis longtemps, on dit, oulala, il a pris un coup de vieux, lui. Alors, ce processus de vieillissement chez les hommes, il se manifeste comment? On parlait de l'âge de 40 ans tout à l'heure pour faire les premiers bilans, mais à partir de quel moment on commence à devenir vieux? Très intéressant ce que vous venez de dire, parce qu'un jour, j'ai vu une vidéo d'un Américain qui a pris une photo de lui-même entre 20 ans et jusqu'à 70 ans. Tous les jours, il a pris la même photo et on la voyait en accéléré sur YouTube d'ailleurs. On voyait en accéléré. Et effectivement, on ne se voit pas vieillir. On ne peut se voir... C'est les autres qui nous le disent. On peut se voir vieillir que quand on reprend son album photo. Aujourd'hui, c'est plus facile avec le téléphone, etc. Mais à l'époque, à mon époque, on a levé les albums photos et on voyait bien. Donc, et moi, c'est ce que je fais souvent dans mon cabinet de consultation. Je demande quand même à la personne de temps en temps, tiens, amenez-moi une photo quand vous aviez 20 ans pour voir un petit peu comment vous étiez, pour comprendre. Et après, j'essaye de me faire expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans cette avancée en âge. Parce
que c'est de cela dont il s'agit. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Alors, surtout, ce qui revient en leader des signes, c'est la fatigue, bien sûr, c'est la prise de poids, évidemment. C'est également, surtout chez les hommes, la baisse de la libido et la baisse de l'activité sexuelle. Ce sont les 3 premiers signes qui viennent en premier. Après, bien sûr, à partir de 40 ans, vous avez la vue, qui est un signe important, surtout chez la femme. C'est le premier signe de préménopause, lorsque la vue baisse. Chez les hommes, la vue baisse beaucoup plus progressivement, puisque, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, nos hormones sexuelles baissent progressivement sur un plateau descendant d'une vingtaine d'années. Alors que la femme, ce n'est pas un plateau descendant, c'est une courbe aiguë qui baisse en 2-3 années. Alors, également, l'âge de 50 ans est un âge critique. À 50 ans, c'est la période de l'orage hormonal chez la femme. C'est les grands changements. Alors que nous ne vivons pas ça, comme je l'ai dit tout à l'heure. La femme vit une grosse perturbation et là, les signes de vieillissement apparaissent chez la femme qui ne se traite pas. Les signes de vieillissement apparaissent beaucoup plus rapidement sur la peau. La chute de cheveux est également... Et puis, surtout, la posture. La posture est quelque chose sur laquelle je suis obnubilé. Il y a 2 choses qui m'obnubilent dans le vieillissement, c'est le changement de posture. D'ailleurs, même pour moi-même, je travaille ma posture. C'est pour ça que je travaille en piscine. Tous les jours, je fais 1 heure de marche, de natation combinée avec la marche en piscine pour travailler ma posture, pour éviter d'avoir le dos qui se voûte, parce que déjà... comme je suis un écrivain, feuille papier, donc j'ai tendance à me voûter et à avoir une voussure. Donc déjà, je trouve que la posture est quelque chose de fondamental. Et je corrige les postures. Donc en consultation, vraiment, je fais très attention à la posture. Et vous avez également un autre signe qui est caractéristique, c'est l'avancée du cou. Donc quand on avance en âge, donc vous avez le cou qui s'avance et de plus en plus, en même temps de la posture. Donc ce sont des choses, mais ça arrive quand même vers 60 ans, un peu plus tard. Hein, il y a également la fonte musculaire, dont on parlait tout à l'heure. Et alors vous dites que en vieillissant, les hommes ont les fesses qui deviennent plates. Oui, mais ça c'est... c'est tellement vrai, mais on n'en parle jamais. Oui, vous nous expliquez ça? Oui, je vous l'explique. Déjà, les muscles fessiers sont des gros muscles. En termes de... Si vous les prenez dans la paume de la main, les fesses d'un homme, il vous faut 2 paumes de main pour pouvoir donc prendre un fessier. Donc quand il en faut 2, il faudrait donc 4 mains. Quand on a 20 ans. À 30 ans, effectivement. Donc, comme je l'ai expliqué, et tout à l'heure, je l'ai un peu dit, la testostérone, c'est l'hormone du muscle. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et donc, comme la testostérone commence à baisser à partir de l'âge de 40 ans, si en plus vous avez quelqu'un qui a une activité physique qui est nulle, parce que malheureusement, vous avez beaucoup de personnes qui n'ont plus d'activité physique ou qui gardent que la marche comme activité physique, mais 5000 pas par jour, ça ne suffit pas. Donc c'est du fractionné, c'est de l'activité physique intense qu'il faut faire au moins 3 heures par semaine. Donc, lorsque vous associez d'une part la testostérone, qui est l'hormone du muscle, et en même temps le manque d'activité physique, si en plus vous mettez là-dessus une activité alimentaire riche en glucides, bon, vous avez les 3 facteurs qui expliquent donc l'affaissement des fessiers. C'est effectivement le premier muscle qui va souffrir chez l'homme. C'est une question peut-être à laquelle vous venez de répondre, que beaucoup de gens se posent, mais pourquoi vers 50 ans, il y a les fesses qui deviennent plates et le ventre qui sort? Donc c'est complètement paradoxal au niveau du mouvement. C'est deux explications. La première, donc, c'est celle que je viens de fournir sur le fessier. Et la deuxième, c'est que vous avez un transfert des adipocytes qui se fait donc chez l'homme, donc qui se reconcentre vers la paroi abdominale. Et en même temps, et là vous allez comprendre, nous avons ce qu'on appelle les grands droits, les abdominaux, ce qu'on appelle les grands droits,
et les muscles profonds qui eux également donc s'effondrent. Ils perdent toutes les fibres musculaires, disparaissent. Par conséquent, il y a une distension qui se fait, une projection vers l'avant, associée à une concentration des adipocytes, les fameuses cellules qui stockent les graisses. Et vous avez là l'explication pourquoi les hommes prennent du poids. Donc et puis en même temps, il y a la gynécomastie aussi. Oui, alors la gynécomastie, c'est encore une autre histoire. Alors on explique pour tout le monde ce que c'est. La gynécomastie, je vous explique la gynécomastie. Donc elle apparaît parce que un des phénomènes de l'andropause, c'est l'accélération de la transformation de la testostérone dans sa dégradation vers un parcours qui l'a conduit vers de l'hormone féminine qu'on appelle de l'oestradiol. Et cette hormone féminine, cet oestradiol, il se concentre sur les seins. Parce qu'il y a des récepteurs sur les seins. Comme pour les femmes. Pourquoi les femmes ont des beaux seins? Parce qu'elles ont de l'oestradiol. C'est de l'hormone féminine. Donc vous avez chez l'homme, c'est une des manifestations de l'andropause aggravée par l'excès des hydrates de carbone. Et donc, il y a à ce moment-là des concentrations de l'oestradiol et les seins qui poussent. Et c'est là où on peut contrecarrer en prescrivant de la dihydrotestostérone qui s'applique en gel sur la poitrine et qui permettent d'effacer complètement donc cette gynécomastie. C'est une question qui revient souvent, ça. Et alors, c'est un vrai tabou chez les hommes et un vrai complexe parce que. Mais c'est bien sûr que c'est un complexe. Parce que c'est très amusant parce que vous avez d'un côté les pectoraux. Là, c'est le muscle. Donc là, la plupart des hommes adorent avoir des pectoraux, mais par contre, quand le pectoral commence à... Quand le pectoral est effacé par le... Non, ça va pas du tout, là, c'est clair. Gynécomastie. Oui. Donc, c'est d'avoir du gras au niveau des seins pour les hommes. C'est une infiltration du tissu adipeux dans la région du pectoral, du muscle pectoral. Voilà, vieillir, mais sans être vieux. On en parle ce matin avec le docteur Claude Chauchard qui publie Au-delà de 49 ans. Votre ticket est toujours valable. Votre éditeur, c'est l'excellent Thierry Soucard. Je rappelle que vous pouvez poser vos questions au 01 53 48 3000. Et comme le disait votre maître Jacques Mirouz, le secret, c'est de ne jamais dételer. Ah oui, donc, professeur Jacques Mirouz, professeur d'endocrinologie, qui a été effectivement mon maître. Je me souviens toujours lorsqu'on parlait, lorsqu'il nous expliquait comment fonctionnent les hormones sexuelles, il nous disait toujours vous ne devez jamais dételer. Alors je me suis longtemps posé cette question. Qu'est-ce que ça veut dire dételer ? Qu'est-ce que ça veut dire que dételer ? Effectivement, quand j'ai commencé ma vie active médicale et que je me suis trouvé confronté à ces questions du vieillissement sexuel chez l'homme, j'ai évidemment... il y a longtemps de cela, parce que j'ai quand même commencé à exercer la médecine il y a 40 ans. Quand j'étais saisi de ces questions, j'avais pas grand-chose à leur proposer. J'avais quand même un peu de testostérone à ma disposition, puisque comme je le disais tout à l'heure, donc la testostérone existe depuis 78 ans. Donc il y a eu des milliers et des milliers de publications sur la testostérone. Encore une fois, c'est une hormone qu'on peut prescrire, qui ne présente pas de danger, à condition de connaître les effets. Même pour la prostate ? Ah ben ça c'est ce que j'allais dire, c'est le risque majeur. Le risque majeur de la testostérone, c'est d'augmenter le volume de la prostate, mais il n'a jamais été démontré qu'un traitement hormonal de substitution crée un cancer de la prostate. Ça n'a jamais été démontré. Par contre, on sait que lorsque il y a un cancer de la prostate, on ne peut pas prescrire de testostérone, ça c'est clair. Donc il y a quand même une éthique de prescription qui doit être rigoureuse dans la prescription de la testostérone. Mais là, tous les spécialistes donc, qui sont des prescripteurs savent le bilan qui doit être fait, c'est-à-dire donc, absolument une échographie de la prostate, c'est indispensable. Le dosage de ce qu'on appelle les PSA, qui sont les marqueurs du cancer de la prostate. Donc, alors, pour en revenir
à cette histoire de libido. Et lorsque j'étais Cégide... Moi, je ne vous ai pas lancé sur la libido, c'est vous qui vous êtes lancé sur la libido. Oui, mais vous avez raison. Vous avez raison parce que c'est un des signes de l'âge. On y arrive inéluctablement. Pourquoi ? Je vous explique. Parce que la testostérone, indépendamment, encore une fois, de préciser que c'est l'hormone du muscle et de l'os, c'est aussi l'hormone qui érotise le cerveau. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que vous ne pouvez pas avoir de désir érotique si vous n'avez pas de testostérone qui imprègne votre cerveau. L'érotisme vient de la testostérone. Par conséquent, on le voit très bien d'ailleurs. Quand vous avez, avant et après un traitement hormonal de substitution à la testostérone, on voit le changement on voit déjà le changement du corps de votre patient qui se remuscle, les épaules qui deviennent bombantes, les pectoraux et puis l'agressivité, parce que si vous avez surdosé, l'homme devient un petit peu trop agressif. Donc, et en même temps, notre cerveau, puisque je connais également les sensations, puisque je me soigne moi-même, mais dès que je reprends de la testostérone, immédiatement mon cerveau devient plus érotique, ma libido repart, mon désir sexuel repart. Donc ça fait partie du système. La testostérone, c'est l'hormone du cerveau, c'est l'hormone de la vie sexuelle, c'est l'hormone de la vie sexuelle de l'homme. Il n'y a pas le choix. Alors, mettez votre casque, docteur Chauchard, 01 53 48 3000. Vous me dites quand vous êtes prêt. Voilà, mettez votre casque. On accueille Claude. Claude, bienvenue. Bonjour. Bonjour Claude. Bonjour Claude. Ouais. Bonjour aussi docteur. Oui, j'appelle comme ça pour savoir, moi j'ai 54 ans. Oui. Mais il s'avère que si la semaine ou le mois, je fais bien mes sports en intense, je prends un peu de poids. Et si je fais pas les sports pendant quelques temps, je maigris. Je perds des muscles, en fait. Ah ben oui, ben c'est exactement ça. L'activité physique, si vous arrêtez l'activité physique, automatiquement, le système musculaire, surtout après 50 ans, c'est surtout après 50 ans que l'homme a tendance à perdre du muscle. Tout simplement parce que comme il perd une grande partie de ses hormones et de la testostérone, qui est l'hormone du muscle, je le répète encore une fois, c'est l'hormone du muscle, c'est l'hormone du cœur, c'est l'hormone de la circulation du sang, puisque tous les vaisseaux, et en particulier les artères, elles s'activent, elles s'animent, parce qu'elles sont entourées d'une tunique musculaire. Et cette tunique musculaire, elle bouge si on a de la testostérone. Mais si vous n'avez pas de testostérone et après 57 ans, alors là, si vous arrêtez l'activité physique, vous perdez les muscles à une activité très très rapide, très intense. Et qu'est-ce que je peux faire alors ? Ne pas arrêter de faire du sport, faut pas arrêter, faut garder une activité physique fondamentale. Et puis, à l'occasion, si associé à cette perte d'activité, vous sentez également que votre os, que votre posture change, vous allez voir votre médecin, vous demandez de faire un traitement, demandez de lui prescrire une analyse de sang pour regarder les taux de testostérone, vérifier votre prostate également avec un taux de PSA et là peut-être que vous aurez une réponse supplémentaire. Merci beaucoup docteur. Avec plaisir. Merci Claude pour votre question. Alors ce traitement hormonal substitutif pour les hommes, en quoi est-ce qu'il consiste, docteur Chauchard ? Alors on a à notre disposition, après avoir établi un bilan fondamental, parce que sans bilan, on ne peut rien faire, sans écoprostate, on ne peut rien faire. On demande également une échographie abdominale pour regarder le foie, parce que le foie est quand même un organe fondamental. On regarde un tout petit peu les organes de la cavité abdominale, la vessie également, parce que le vieillissement de la vessie est caractéristique avec les troubles urinaires et le déficit en testostérone. Donc après, nous avons à notre disposition un panel thérapeutique qui nous dicte un tout petit peu
en fonction du bilan, on va savoir si on doit prescrire de la dihydrotestostérone, en général c'est un gel, si on peut prescrire des capsules de testostérone, là ce qu'on appelle non scientifique, c'est de l'undécanoate de testostérone, et puis on a également à notre disposition les injections, donc intramusculaires. On a à notre disposition des injections intramusculaires d'une durée de vie de 7 jours, de 15 jours, et maintenant on a des injections intramusculaires de plus longue durée qui couvrent l'activité pendant 4 mois. Donc tout ça, c'est à la disposition du médecin, et bien sûr en fonction encore une fois, du bilan hormonal. C'est très important, c'est le bilan hormonal, et en même temps après on revoit le patient 3 mois plus tard, et c'est en fonction des résultats biologiques et cliniques, parce que la clinique est fondamentale. Sans avoir le feedback de votre patient, vous ne pouvez pas savoir comment il a réagi. Donc c'est pour ça qu'on revoit quand même les patients 3 mois plus tard pour pouvoir ajuster le traitement. Et bien sûr, toujours avec des petits contrôles biologiques qui sont nécessaires. C'est ce que nous avons à notre disposition. À partir de quel âge ? Alors, la majorité des patients que je vois, c'est entre 40 et 60 ans. Mais je dirais que la tranche la plus caractéristique, c'est vraiment 50-60. C'est vraiment là, c'est là où l'homme se dit « je ne veux pas changer ». Il y a quelque chose qui ne va pas, je dois consulter. Avant 40 ans, on n'y croit pas. On se dit 40 ans, 50 ans, j'y crois pas. Je crois pas qu'il me manque quelque chose. Je crois pas qu'il me manque de la testostérone. Et après 60 ans, on se dit bon, c'est peut-être trop tard, voyez. Donc c'est un peu ça comme ça qu'il faut voir les choses. Mais 40-50 ans, c'est là où on a le pic de consultation. Du questionnement. Vous parlez pas de DHEA ? Alors le DHEA, ça fait partie du traitement hormonal de substitution. C'est une hormone dont on a beaucoup parlé avec le professeur Beaulieu, qui a été... la fameuse hormone de jeunesse, de jouvence. Exactement, ouais. Donc on l'a décrit comme une hormone de jouvence. Elle est intéressante, c'est un androgène, mais qui n'a pas qui a des fonctions osseuses, des fonctions musculaires, des fonctions sur la mémoire. Parce que là, on n'a pas parlé de la mémoire. On n'a pas parlé des troubles des trous de mémoire, pardon, pas des troubles, des trous de mémoire. Mais vous dites qu'effectivement, la baisse de testostérone, ça peut engendrer des trous de mémoire qui n'ont rien à voir avec Alzheimer. Exactement. Donc, il ne faut pas confondre trous de mémoire et maladie d'Alzheimer. C'est pas du tout la même chose. Les trous de mémoire, oublier un nom, le prénom, etc., c'est normal. Ce sont des connexions neurologiques entre cellules qui sont un tout petit peu ralenties, et parfois elles sont interrompues. Bon, donc ça, c'est pas grave. C'est pas la maladie d'Alzheimer qui s'inscrit dans la continuité. Donc la DHEA a des propriétés qui ressemblent à la testostérone, mais qui sont nettement moins puissantes. La DHEA n'est pas une hormone qui érotise le cerveau. La DHEA n'est pas une hormone qui protège le cœur, parce que le cœur, c'est le muscle, c'est le myocarde. Donc c'est pour ça que la testostérone protège des accidents cardiovasculaires, parce que elle protège le myocarde, ce cœur très important, ce muscle très important qui entoure le cœur. Donc c'est fondamental. Et souvent, je prescris de la testostérone aussi. J'allais presque dire presque aussi souvent et de façon aussi convaincante pour protéger un cœur que pour protéger une activité sexuelle ou un os. C'est vraiment très important. DHEA, très intéressant à prescrire. Les doses chez la femme, c'est à peu près 25 mg par jour. 50 mg chez l'homme, parfois jusqu'à 100 mg. L'inconvénient de la DHEA chez la femme, il faut le savoir, c'est qu'elle fait pousser les poils. Et surtout sur le visage. Alors, vaut mieux le savoir avant, vous avez bien raison. Voilà, elle fait pousser les poils. Mais bon, elle fait pousser les poils. Je pense que ces doses
dose significative. C'est vraiment en fonction de la dose. Parfois, il faut savoir tomber de 25 à 10 mg pour voir donc cet effet disparaître. Alors, évidemment, ça peut parfois amener à épiler un peu le visage. Mais à côté de ça, c'est quand même une hormone qui est caractérisée comme neuroprotective. Elle est plus neuroprotective que neurostimulative d'un point de vue sexuel. Mais si elle fait pousser les poils, est-ce qu'elle fait pousser les cheveux? Parce que c'est... Non, malheureusement. Vous voyez, non, je suis désolé, mais bon, j'en reviens aux cheveux, moi. C'est ça qui est... Alors, vous avez des hormones qui font pousser la barbe, qui font pousser les poils, mais en même temps, et paradoxalement, elles font tomber les chevaux. C'est ça qui est extraordinaire. Il n'y a pas de justice. Comme ça, on comprend pas tout. Vous avez les cheveux qui tombent, et malgré ça, vous avez des poils partout, des poils sur le buste, des poils sur... Mais voilà, c'est comme ça. Mince. Si vous aviez une hormone qui fait tomber le poil des oreilles, je suis preneur. Docteur Claude Chauchard, notre invité ce matin. Je rappelle que vous pourrez réécouter l'émission en podcast sur beurrefm.net, mais aussi sur toutes les plateformes aujourd'hui qui accueillent les émissions de Beurre FM. Vous reverrez cette émission en vidéo sur la chaîne YouTube et je vous conseille de lire Au-delà de 49 ans. Votre ticket est toujours valable chez Thierry Soucard. Merci d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Et puis vous revenez quand vous voulez, Doc. Ah, mais ça sera avec grand plaisir. Voilà, on fera une émission un mardi avec Nadia El Bouga notamment. Et on parlera de libido puisque vous avez... Voilà. Ça sera... intéressant. Mais il faut parler avec les spécialistes, docteur. Très bien. Voilà. Très bonne journée santé sur Beurre FM.